Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, la semaine dernière, j'ai pas mal lu. Alors, c'était des romans des livres assez courts, donc ce qui m'a quand même un peu permis d'en lire un peu, de lire un peu plus. Un petit déplacement professionnel, un soir où Chérie n'est pas rentrée, ouais, 2 soirs même, où Chérie n'est pas rentrée. Donc du coup, ça m'a permis d'avancer dans mes lectures. Donc je vais vous parler de 4 livres et d'un livre audio que j'ai terminé la semaine dernière, que j'avais commencé un petit peu avant. Et donc je vais vous en parler. Donc je vais commencer par un service presse numérique que j'ai obtenu grâce à la plateforme NetGalley. Il s'agit de Quelqu'un derrière les murs de Zygmunt Miloszewski, publié aux éditions Fleuve Noir. Je vous mettrai la petite vignette ici. Zygmunt Miloszewski, c'est un auteur polonais que j'ai commencé à lire, que j'ai découvert il y a plusieurs années de cela, avec sa trilogie mettant en scène un procureur polonais donc, qui était sur différentes, qui a fait plusieurs enquêtes sur 3 romans que j'avais trouvé hyper intéressant d'un point de vue de la description du système judiciaire polonais et plus particulièrement du droit pénal polonais. Vous le savez, je suis juriste de formation, donc moi, tout ce qui a attrait au système judiciaire et au droit pénal en particulier m'intéresse fortement, et j'avais vraiment adoré le personnage, l'univers, enfin bref, j'avais vraiment tout aimé de cet auteur. Et donc, ici, il a sorti son nouveau roman qui, pour ma part, là, ça fait quasiment une semaine que je l'ai terminé et je ne saurais toujours pas dans quelle catégorie le classer. Pour moi, ce roman, il est absolument inclassable. Complètement inclassable. On est voilà, le lieu où va se dérouler ce roman, c'est un immeuble en plein cœur de Varsovie. Un immeuble qui est habité, hein, il y a des appartements et certains ne sont pas loués, certains sont habités, et il va se passer des choses un peu bizarres dans cet immeuble. Le roman s'ouvre avec la découverte d'un cadavre dans l'ascenseur, cadavre qui a eu la tête coupée par les portes de l'ascenseur, et voilà, les premiers éléments de l'enquête montrent que l'homme qui était dans cet ascenseur a eu la peur de sa vie. Voilà, on en est là. On a un couple de jeunes mariés qui viennent s'installer, qui viennent tout juste d'emménager dans l'immeuble, et on a également un homme qui vit seul depuis que sa femme et sa fille ont quitté le domicile conjugal. C'est un ancien journaliste, il est bien alcoolique, hein, on va dire. Et on a également un jeune homme de 17 ans qui vit avec ses parents et qui nous fait un petit peu sa crise d'adolescence un peu après l'heure. Donc on a tout cet ensemble de personnages et on a cet immeuble où quand on gratte un petit peu, les policiers se rendent compte qu'il y a eu des faits complètement inexpliqués dans cet immeuble, qu'il y a eu des catastrophes qui n'ont pas été, qu'on a mis ça sur le compte du hasard, mais mis bout à bout, on se rend compte quand même qu'il se passe des choses étranges, et on s'aperçoit aussi que la femme du jeune couple qui vient de s'installer ressent les choses vraiment très profondément, et elle est témoin de choses qui sont complètement inexpliquées et qui lui a foutu des miches. Donc on en est là. Et on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des bruits bizarres, il y a des voix qu'on entend, et à un moment je me suis dit, il y a un petit côté Shining quand même dans ce roman. Et voilà, l'auteur nous installe petit à petit dans la première partie du roman, et dans la deuxième partie, on commence
à avoir quelques éléments de contexte qui vont nous permettre de d'aller jusqu'au bout de l'histoire et de savoir réellement ce qui se passe. Alors, un conseil, ouvrez vos chakras. Ouvrez vos chakras parce qu'on est dans un univers qui frôle un peu l'horreur, le conte horrifique, le fantastique. L'enquête policière est vraiment très, 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 très au second plan. C'est pas ça le cœur du récit. Moi, je m'attendais à avoir un peu une enquête un peu plus soutenue et finalement, non, l'auteur est vraiment parti sur autre chose. La fin, il m'a eu, hein, parce que j'ai pas vu la fin venir. Mais la toute fin, vraiment la toute fin, j'ai vraiment rien vu venir et j'ai trouvé ça assez fort quand même. Parce qu'on voit ça, on a plutôt l'habitude de lire ça chez des auteurs américains. Voilà, ce roman écrit par Stephen King n'aurait surpris personne. En revanche, ce qui est plus surprenant, c'est on sait maintenant que d'autres auteurs européens sont capables de produire des récits, je dirais pas à la Stephen King, je dirais dans la veine de Stephen King, dans sa période fantastique. Franchement, ce livre est inclassable, il ne plaira pas à tout le monde, mais si vous êtes curieux, si vous voulez lire un roman qui sort des sentiers battus, eh ben, allez-y, foncez sur Zygmunt Milowski, sur Quelqu'un derrière les murs, et revenez me dire ce que vous en avez pensé, parce que franchement, pour moi, ce livre est inclassable, mais l'auteur gagne quand même à être connu. Ensuite, j'ai lu un roman de la rentrée littéraire de chez Récamier, c'est Tu as volé mon étoile de Jean Ninchric, publié donc aux éditions Récamier. Dans ce roman, alors ce roman est assez court, hein. Vous voyez, celui-ci, je l'ai lu en une journée. Je l'ai commencé le matin, j'ai eu un petit déplacement professionnel dans la journée de mercredi, donc comme j'y suis allée en transport, j'en ai profité pour avancer dans ma lecture et j'ai bien avancé le soir. Le roman fait 162 pages, donc voilà, c'est quand même assez... le roman est assez court. Ici, on va nous raconter l'histoire de deux hommes, Jean et Léo, qui se sont rencontrés en 1973, qui se sont aimés en 1973. Et les relations homosexuelles en 1973 étaient interdites. L'homosexualité était un délit. Voilà, c'était très compliqué pour les personnes homosexuelles à cette époque de vivre pleinement leur amour. Et là, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Jean, au moment du confinement, va redécouvrir une lettre que Léo lui avait envoyée il y a plusieurs années de cela. Et cette lettre va faire rejaillir à la surface tous les sentiments que Jean avait enfouis au plus profond de son cœur. La passion dévorante qu'il a ressentie pour Léo va ressurgir. Et on va repartir dans le passé pour redécouvrir cette rencontre, cet apprivoisement, cet embrasement des sens que ces deux protagonistes ont vécu et comment leurs vies ont pris des chemins complètement différents. J'ai beaucoup aimé cette histoire, mais ça n'a pas été un coup de cœur, malheureusement, parce que la façon dont a été construite le récit était complètement décousue. On alterne entre passé et présent. Mais ce qui m'a gênée, c'est que dans les moments où on retournait dans le passé, ça s'est pas fait de façon chronologique, ça s'est fait plutôt de façon anarchique. Un coup, on était en 1950, un coup, on était en 1973, un coup, on était en 1942. Et voilà, alors mis bout à bout, on arrive quand même à reconstituer l'histoire, à savoir comment les personnages en sont arrivés là. Mais j'ai trouvé que c'était le fait de remonter dans les souvenirs de Jean et de Léo
de manière un peu anachronique. Voilà, ça m'a un peu dérangée. J'aurais aimé retourner dans le passé, oui, mais peut-être à rebours, heu, pour pouvoir comprendre un peu de manière un peu plus claire, ce qui s'est passé dans leur vie et pourquoi on en est arrivé là. C'est un roman, malgré tout bouleversant parce que encore des années plus tard, Jean, il a la sensation d'être passé à côté de sa vie, d'être passé à côté du grand amour. Heu et pourtant rien ne les prédestinait tous les 2 à vivre cette histoire et c'est ce que l'auteur nous explique. Voilà, la plume est très poétique, c'est très doux, on sent les sentiments vraiment encore à fleur de peau. C'est une très, très belle histoire franchement, voilà, si vous aimez ce genre d'histoire, c'est grand, voilà, je sais pas si vous voyez, ça vous fait comme, voilà, où vous êtes, les 2 protagonistes sont chacun sur une route et ils ne font que se croiser, en fait. À aucun moment, ils n'arrivent à se retrouver. Je trouve ça, j'aurais peut-être aimé qu'on nous explique un peu plus les difficultés que pouvaient rencontrer les personnes homosexuelles dans les années 70. Parce que on nous le dit, mais c'est pas approfondi, si vous voulez. Voilà, on sait que c'était interdit, point. Mais j'aurais aimé qu'on nous explique un petit peu comment les personnes homosexuelles à cette époque arrivaient quand même à vivre leur amour, même si nos 2 protagonistes, ont vécu des moments forts, mais malheureusement qui ne sont pas allés beaucoup plus loin par la force des choses. Voilà, donc voilà, si vous voulez découvrir leur histoire, je vous la recommande, même si pour moi, la construction du récit a fait que ça n'a pas été un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu cet album, c'est une bande dessinée, c'est La trahison d'Olympe de Jean Dalin, aux éditions Sarbacane. J'ai eu cette édition, cette BD entre les mains grâce à Babelio, à l'opération Masse Critique Graphique. Et j'ai été super surprise en recevant la BD parce que l'objet, livre, est sublime. Voilà, l'album est très très beau, il est très lourd. Quand j'ai ouvert cette BD, j'ai été assez surprise par les dessins qui sont un peu poétiques, oniriques, et je me suis dit, j'ai eu un peu de mal avec la tête des personnages. Et puis bon, je me suis dit, bon allez, plongeons dans l'histoire et voyons ce que ça donne. Donc ici, on va faire la connaissance de, comment il s'appelle déjà? Marv. Marv qui est un livreur. Et là, au tout début de la BD, on le voit qui veut absolument livrer une enveloppe à Olympe Latour, qui est dans la tour de la plus grosse de l'entreprise qui fabrique une invention absolument révolutionnaire. Et Marv, avec son ami Dino, va tout faire pour pouvoir livrer cette enveloppe en main propre à cette fameuse Olympe. Sauf que leur boulot va être grandement entaillé d'obstacles, et leur parcours va vraiment se transformer en 12 travaux d'Astérix, parce qu'ils vont devoir descendre pour pouvoir remonter, aller voir quelqu'un pour réparer l'ascenseur. Enfin bref, on va leur mettre des bâtons dans les roues. Et pendant ce périple, Dino interroge un petit peu Marv sur sa vie passée, et on va apprendre petit à petit que Marv n'a pas toujours été livreur. Marv, il y a quelques années de cela, était un inventeur de génie qui a trouvé l'invention du siècle. On n'en sait pas beaucoup plus, et puis au fur et à mesure, on comprend
comment Marv est passé d'inventeur à livreur. Et petit à petit, au fur et à mesure du récit, et ben franchement, arrivé à la fin de ce tome, à la fin du livre 1, je me suis dit: «Ah ouais quand même, ouais mais j'ai envie de savoir la suite du coup». Alors même si, les dessins m'ont perturbée, j'ai trouvé quand même l'histoire intéressante. Donc bah, comment vous dire que, alors j'ai envie de, voilà, je vais vous montrer un petit peu. J'espère que vous verrez. Bon, voilà, on a avec le soleil, on voit pas grand chose. Voilà, on a des doubles planches comme ceci, très colorées. Et à l'inverse, on a voilà, d'autres doubles planches qui sont assez sombres. Voilà, comme ceci. Et par contre, voilà, ce qui était un tout petit peu inconfortable à la lecture, c'est que les bulles où on a les dialogues des personnages sont très petites. Donc, faut vraiment avoir un très bon éclairage parce que sinon, on n'y voit absolument rien et on comprend absolument pas l'histoire. Mais pour moi, c'est une très très chouette découverte de cette BD. Voilà, sans la masse critique de Babelio, bah, je serais passée, voilà, je ne l'aurais jamais lu. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir La trahison d'Olympe. Et quand le tome 2 sortira, j'essaierai de me le procurer parce que franchement, la fin m'a donné envie de connaître la suite. Ensuite, j'ai lu le nouveau roman d'Isabelle Villain paru aux éditions Tornada. Il s'agit de Game Over. C'est le nouveau roman, la nouvelle enquête avec le personnage récurrent d'Isabelle Villain, la commandante Rebecca de Lost. Je la suis depuis quasiment 10 ans maintenant, depuis le tout premier roman mettant en scène Rebecca. Et donc ici, on va avoir affaire à un tueur assez sournois, à une affaire assez complexe. Le roman s'ouvre avec une petite mamie avec son aide ménagère qui s'en vont faire les commissions, toutes les deux. Elles sont arrêtées à un passage piéton. Elles attendent que le petit bonhomme soit vert. Et voilà, le bus arrive. Voilà, vous voyez le drame arriver comme moi je l'ai vu arriver. Voilà, le bus freine et la petite mamie se trouve sous les roues du bus. Elle a été percutée par le bus. Et selon les premiers éléments de l'enquête, voilà, la grand-mère ne s'est pas suicidée, elle n'a pas eu la tête en l'air et a traversé sans regarder, non. Il semblerait qu'elle ait été poussée violemment sous les roues du bus. Donc voilà, on fait une enquête de voisinage, tout ça. Et puis, l'affaire finit par être confiée au groupe de Rebecca, tout simplement parce que des recoupements ont été faits avec d'autres affaires où il apparaît que d'autres personnes âgées ont été assassinées de manière violente et sans aucun point commun les uns avec les autres. Et donc, Rebecca et son groupe va être mise sur l'affaire et essayer d'empêcher cette spirale infernale. Cette enquête va être extrêmement compliquée pour Rebecca parce qu'elle va le faire remonter énormément de choses en elle, d'autant plus que dans sa vie privée, il va lui arriver un événement qui va la bouleverser complètement, qui va remettre pas mal de choses en compte. Et voilà, ce roman va marquer le tournant, un tournant essentiel dans la vie de Rebecca et de son groupe. J'ai adoré cette histoire d'Isabelle Villain. J'avoue quand même que la fin m'a un peu frustrée, malgré tout. Alors peut-être est-ce volontaire de la part de l'autrice,
parce qu'il y a peut-être une volonté cachée là-dedans. Mais le suspense a été mené de bout en bout. Elle est extrêmement forte, Isabelle Villain, pour partir d'un fait divers réel et d'en faire un roman, un thriller à suspense avec des personnages absolument hyper bien faits, que ce soit les membres du groupe de l'os, que ce soit les victimes, que ce soit les auteurs de ces crimes. Parce que là, franchement, c'est encore hyper bien fait. Je sentais quand même malgré tout que, sans avoir la révélation finale, je sentais que, eh ben, on arrivait au bout de quelque chose dans ce roman. Game over, oui, effectivement, ça prend tout son sens à la fin du roman. Game over, c'est pour plusieurs choses. Mais la plume, elle est addictive. Les chapitres sont très courts, c'est haletant. Voilà, c'est un page turner. Moi, j'avoue avoir beaucoup d'affection pour Rebecca et pour son groupe, parce que ça fait quand même 10 ans que je suis ce personnage récurrent. J'ai appris à grandir à la voir grandir, à la voir évoluer, à la voir vivre des choses extrêmement violentes, extrêmement puissantes, et malgré tout se relever à chaque fois plus forte. Et voilà, c'est avec un petit passement au cœur que j'ai quand même refermé ce roman, parce que voilà, c'est la fin c'est la fin de quelque chose. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus. Je vous conseille vraiment de découvrir cette autrice et ce personnage. Vous m'en direz des nouvelles. De toute façon, moi, j'ai jamais été déçue par les romans d'Isabelle Villain. Vous passerez toujours un excellent moment. C'est haletant, elle vous retourne le cerveau. Vous voyez pas la fin venir. Enfin bref, c'est vraiment une autrice de thriller français de très très grand talent que je ne saurais trop vous recommander de découvrir. Voilà. Enfin, je vais vous parler de ma lecture audio que j'ai terminée la semaine dernière. Il s'agit de Prime Time de Maxime Chatham, dont je vous mettrai la petite vignette ici, qui est parue aux éditions Albin Michel. Autant vous dire, j'adore Maxime Chatham depuis des années. Pour moi, sa plus grande réussite, ça a été la trilogie du mal. Il y a quand même d'autres thrillers que j'ai beaucoup aimés. Et là, j'avoue que, au vu des divers retours que j'avais vus sur son dernier roman, j'y allais pas à fond les ballons, la fleur au fusil. Parce que les retours étaient extrêmement mitigés. Et c'est pas que j'y allais à reculons, mais je me suis dit, bon, comment ça va se passer? Et quand j'ai vu qu'il était dispo à l'audio, je me suis dit, peut-être qu'à l'audio, ça passera. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé le dernier roman de Maxime Chatham à l'audio. Et ça a été quand même un petit peu moins pire que ce à quoi je m'attendais. Parce que j'avais vraiment très très peur au vu des retours extrêmement pas ouf. Donc ici, on va se retrouver sur le plateau du 20h de la plus grande chaîne française, avec un présentateur iconique. Et on a toute l'équipe du JT de 20h prêt à faire feu, à lancer l'édition du 20h, qui est quand même le journal le plus regardé, que ce soit en direct ou en replay. Et très peu de temps après avoir lancé le direct, arrive un homme qui déboule sur le plateau et qui prend toute l'équipe en otage en braquant une arme sur la tête du présentateur vedette du journal télé. Donc, branle-bas de combat, le GIGN arrive à fond de train et une équipe de gendarmes arrive également pour enquêter sur ce fameux preneur d'otages. Et pendant tout le roman, on va être dans un espèce de pseudo huis clos, parce que toute l'action se déroule sur le plateau
sur le plateau du 20h. Et on va rencontrer donc Charlène, qui est la chef d'édition. Alors, la chef d'édition, qu'est-ce que c'est? C'est la petite voix qui est dans l'oreillette du présentateur du 20h, qui lui donne des directives, comment se placer, comment poser sa voix, lui rappeler dans quel ordre diffuser les reportages, tout ça, tout ça. Et donc, c'est la petite voix qui est dans l'oreillette du présentateur du 20h. Et donc, Charlène va être la petite voix qui va être le lien entre l'extérieur et le preneur d'otages. Charlène, elle a le journalisme chevillé au corps, elle a l'envie du direct, elle a l'envie du direct chevillé au corps. Et mue par un espèce d'instinct, elle se dit que c'est peut-être son heure en se mettant sur le devant de la scène en fait. Et elle va être aidée en cela par un des négociateurs du GIGN pour essayer de désamorcer un petit peu la tension et le preneur d'otages sans qu'il y ait des morts ou des blessés. Et on va, pendant tout le roman, on va être sur cette prise d'otage. Alors évidemment, c'est beaucoup moins haletant que la plupart des thrillers que j'ai lus de Maxime Chatham. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment centré sur un seul lieu. Et il n'y a pas ce truc haletant parce que, le preneur d'otage, on sait qui il est. On sait qu'il est là, on sait qui il est, non. On n'a pas sa véritable identité, mais il est devant nous. Donc, il est devant nous, façon de parler, mais on le voit. On sait qu'il est là, et il agit au vu et au su de tout le monde. Donc on n'est pas vraiment dans un tueur en série, qui agit au vu et à la barbe, au vu et au su de la police. Il est en face de nous. Il est surtout, parce qu'il a refusé qu'on coupe le direct. Et toute l'affaire va être de connaître ses revendications, pourquoi il fait ça, et essayer de désamorcer la situation. Alors, en lectrice aguerrie de la bibliographie de Maxime Chatham, il y a quand même un clin d'œil. À d'autres livres de Maxime Chatham dans ce roman. Je ne vais pas vous dire lesquels, mais j'avoue que ça a été une très très bonne surprise pour moi de constater, de lire ça, de voir ça, d'entendre ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est ce qui m'a bien plu dans ce roman, parce que on a ce petit clin d'œil là, on a cet ancrage là. Je peux pas vous dire ce que c'est parce que ce serait spoilé, et je ne voudrais pas vous enlever cette surprise. Mais voilà, il y a ce petit clin d'œil, moi, qui m'a beaucoup plu, qui m'a bien séduit dans ce roman. On apprend un peu comment se passe un journal, comment est construit un journal, tout ce qui se passe avant le lancement du direct, ce qui se passe pendant. Alors, on en a vraiment un tout petit échantillon de ce qui se passe pendant. Mais j'ai trouvé ça, moi j'ai appris des choses, c'était intéressant. On a aussi un pan de l'activité du GIGN, alors un pan qui est public, j'ai envie de dire. Parce que franchement, les membres du GIGN, leur identité n'est pas connue du grand public, et ce pour des raisons évidentes de sécurité et d'anonymat. On voit un petit peu comment ils s'organisent, comment ils sont dépêchés sur des lieux où nécessite leur intervention, comment ils travaillent avec les autres forces de la police, avec la gendarmerie, avec la police, comment les politiques peuvent se mêler aussi des enquêtes, parce que là on est sur une prise d'otage
d'une personnalité connue en plein direct. Donc forcément, bah, vous avez les ministres, les préfets qui vous tombent sur le rable et qui font montre un petit peu de zèle, plus ou moins bienvenue. On a toutes les magouilles qui peuvent être sous-jacents dans des gros groupes de presse. Enfin bon, voilà, il y a plusieurs choses alors, qui sont exposées, dénoncées selon les points de vue de l'auteur. Ah bon, il va pas cracher sur la télé hein, quand même. Hein, il ne crache pas sur la télé étant donné que son épouse est, animatrice à la télévision. Il va pas non plus déglinguer tout le système de la télévision. Voilà, il nous explique un petit peu comment ça se passe sans pour autant cracher dans la soupe. Voilà. Alors j'avoue qu'à l'audio, ce roman est quand même bien passé. J'avoue que la fin m'a un peu surprise. Quand j'ai lu l'épilogue, je me suis dit ah ouais, mais en fait t'avais pas tout joué, t'avais pas balancé toutes tes cartes mon garçon. Et puis au fur et à mesure de l'épilogue, je me suis dit ouais c'est vrai que quand on y repense, c'était un peu chelou. Et bah voilà, la fin est voilà convient à ce roman. Alors par contre, je n'aurais pas acheté ce roman parce que je trouvais très, très sincèrement la couverture hideuse. J'ai pas du tout aimé la couverture. Elle est moche, je la trouve moche, mais moche. Voilà, je l'aurais pas acheté parce que je trouve que la couverture est moche. Donc là, j'ai eu la possibilité de le découvrir en audio. Et franchement, la version audio passe très bien. La comédienne qui lit le roman donne vraiment du corps à ce récit. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé sa voix. J'ai passé un agréable moment. Alors, c'est pas un coup de cœur. Voilà, c'est pas son meilleur, mais c'est quand même pour moi un thriller qui vaut quand même le coup d'être lu pour ceux qui aiment Maxime Chatham. Voilà, pour moi c'est pas un coup de cœur, c'est pas son meilleur, mais voilà, ça a été quand même plutôt une lecture agréable. Voilà, je me suis pas ouvert les veines avec une feuille de papier. Il y a quand même des choses qui m'ont bien plu, notamment ce petit clin d'œil à d'autres romans de sa biographie. Voilà, de sa bibliographie, pardon. Donc voilà ce qu'as-tu lu, un peu long, hein, j'en suis désolée, mais voilà, j'avais quand même pas mal de romans de lecture à vous parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de découvrir ces romans. N'hésitez pas à venir discuter avec moi de tout et de rien en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!